à tous et bienvenue sur le podcast À la loupe pour la chronique Ton mental à la loupe. Est-ce qu'on a allumé l'appareil là en dessous là Mais je t'ai dit d'allumer, tu l'as allumé ou pas? Non, c'est toi qui. Non, c'est c'est ton moi rôle qui ça. te l'ai dit d'allumer. Mais non, Jérôme. Jérôme, je t'ai Non, je suis dit pas d'accord. allume. Est-ce que la caméra, est-ce que ça filme là? Je vais où? Attendez. Allumer quoi? Toi, tu parles d'allumer le truc en dessous. Toi, tu parles d'allumer la... Je crois que vous avez un petit problème de communication, les amis, là. Hein. Bah, on se comprend pas. Ouais. Je crois que j'ai pas... Enfin, non, il a pas compris ce que je lui ai dit, tout oui, simplement. non, c'est toi. Évidemment. Venez, on prend un peu de temps pour en parler. On va prendre un petit J'ai peu une de temps pour demi-heure, en c'est parler, bon. parce que Ouais. Allez. on en a besoin effectivement, parce que c'est vrai que la communication, c'est quand même très compliqué. Et pourtant, ça reste le ciment des relations humaines. Complètement. Dans la vie, mais également effectivement dans le sport. On le sait, quand il y a par exemple un sportif avec son coach ou même avec les institutions, il y a effectivement pas mal de relations qui se jouent autour de la communication et parfois effectivement le message ne passe pas ou tout au moins en tout cas il y a un petit problème dans la manière peut-être de le dire. Absolument. En fait, il y a même, on pourrait presque dire que la plupart des problématiques qu'on va rencontrer dans le sport, dès qu'il y a une relation, ça vient avant tout de la communication. C'est fou ça, alors qu'on communique tous les jours, tout le temps, constamment. Alors, complètement. Bien, on prend cette idée-là. Déjà, à partir de quand on communique, d'après vous ? Alors, il y a la communication aussi comportementale, c'est-à-dire que même notre corps communique. Ouais. Mais c'est-à-dire que, en fait, il y a Paul Václavic de l'école de Palo Alto en Californie. T'en parles souvent de celle-là, Palo Alto. Et qui dit on ne peut pas ne pas communiquer. Là, par exemple, tous les trois, et même vous derrière votre écran ou votre micro, dans la façon dont on a décidé de s'habiller aujourd'hui, là, dans notre manière de nous tenir, dans notre manière d'exprimer, pas ce qu'on dit, mais comment on le dit, on est déjà en train de communiquer quelque chose. On vous envoie des messages. Donc tout ce qui est non-verbal, quoi, en fait. Ouais, c'est la communication non-verbale. Tout à fait. Et on pourrait très bien le voir là-dessus, on va le sentir, si je vous dis « Je suis très, très, très heureux d'être là ». Ça va provoquer quelque chose chez vous, auditeurs, également. Et si je prends exactement les mêmes mots et que je dis « Je suis très, très, très heureux d'être là ». Bah là, on dirait que tu le penses pas beaucoup quand même. Ouais, exact. Là, t'es en x05 là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec la même phrase. Donc, sur le fond, c'est exactement pareil. Sur la forme, ça n'a absolument rien à voir. Et entre le fond et la forme, notre cerveau, il va prendre la forme. Ce qui veut dire que si je dis à quelqu'un « ça me fait plaisir de te voir », ou si je lui dis « ça me fait plaisir de te voir », je ne vais pas avoir le même impact chez lui. Et donc, notre relation ne va pas avoir les mêmes conséquences et la même hygiène, on pourrait dire. Parce que ton message ne sera pas émis potentiellement de la bonne manière. Et donc, exactement. Le récepteur ne va pas accueillir en tout cas le message comme toi tu as voulu l'émettre. Parce que pour la communication, étant donné que c'est effectivement la base de mon métier au tout début, il y a un émetteur, le message qu'on a envie d'envoyer, et il y a le récepteur. Oui. Et souvent, dans le message ou dans cette ligne qui va de l'un à l'autre, c'est là où il y a plein de petites choses qui interviennent et qui font que ça va pas être reçu comme ça a été envoyé. Bien sûr, il y a 1000 possibilités de faire en sorte que notre message n'arrive pas du tout comme on l'espérait chez notre récepteur, comme tu le dis. Tout à fait. Parce qu'on n'utilise pas la bonne forme, déjà parce qu'on peut-être c'est pas le bon moment, peut-être que aussi on va pas entendre les mêmes choses. Autre exemple, hier, je marchais et j'ai vu un arbre. Vous, dans votre tête, vous pensez à quel arbre quand je vous dis ça ? C'est quoi l'arbre ? Moi, je pense à un chêne. Toi, tu penses à un chêne. Ouais, Toi, tu penses à un chêne. Ouais. Et moi, je pense à un sapin. Et peut-être que les auditeurs, eux, pensaient à un bouleau. pensaient à un bouleau ou du bambou, j'en sais rien. Ce qui veut dire quelque chose, c'est que lorsque je dis cette phrase-là, naturellement, notre cerveau, le cerveau de différents émetteurs, va commencer en fait à extrapoler à travers nos propres filtres. Donc si je dis « hier j'ai passé une journée catastrophique où mon entraînement était nul », et que vous entendez ça, vous allez penser
vous ce que ça veut dire Pour un nous. entraînement nul. Mm. Donc vous allez déjà projeter quelque chose sur ce que je viens de dire. Et là, c'est deux réalités. Il y a votre réalité qui est et qui se confronte à la mienne. Potentiellement, on ne parle pas du tout de la même chose. On n'en a pas la même perception, en fait. Je donne un exemple comme ça, un peu provoque. Moi, il y a quelque chose que j'adore faire tous les jours. Et je le fais plutôt en privé, tout seul. J'adore ce moment-là, ça prend pas trop de temps Mhm. en général. Et c'est assez chaud et j'adore la sensation dans mon corps. C'est Un bon café le matin, bouillotte, c'est c'est bien. Hein. prendre une douche. Ah. Et là, juste à travers ça, on se dit bien, bah, On est chacun, passé par 1000 images. voilà, chacun a pu prendre les images qu'il voulait. Et chacun, surtout, est responsable des images qu'il a eues dans sa tête. Moi, je ne suis pas responsable des images que vous avez eues dans votre Un tête. peu quand même là. Non. Alors non, non. Moi, je raconte un truc. Non, après, il y en a qui ont des esprits déviants, c'est différent. Je suis responsable de 100%, de 50% de ma communication. Et les autres 50%, bah, c'est le récepteur. D'accord. Et lui, il est responsable à 100% de ça. Maintenant, revenons un peu au niveau du sport. Lorsque un entraîneur dit « Aujourd'hui, il n'y a rien qui va », c'est ce qu'il dit, c'est ces 50% qui parlent. Si l'athlète ou le groupe d'athlètes en sport co comprend notre entraîneur, il nous trouve complètement nuls, et s'il l'interprète comme ça, on va avoir un problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chacun va vivre ils vont être dans deux réalités complètement différentes. Le lendemain, j'arrive à l'entraînement, je me dis, j'ai réinterprété en me disant, l'entraîneur, il dit, on est complètement nul. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Eh ben, je vais peut-être aborder l'entraînement différemment. Je vais peut-être être moins communicatif sur le plan verbal, mais peut-être que mon non-verbal va communiquer quelque chose. Je vais arriver en tirant la gueule. Et donc, l'entraîneur, il va se dire, il tire la gueule, il est en plein décrochage, il y a un problème. il y a un problème, et donc, peut-être qu'il va moins aller le voir. Il va dire, ok, je lui laisse un peu de temps, il va pas aller le voir. Et l'athlète, qu'est-ce qu'il va se dire ? Il va se dire, l'entraîneur, viens pas me voir. Pourquoi ? Parce qu'il est spécifiquement fâché contre moi. Donc là, si je te suis, il faudrait presque qu'après chaque séance d'entraînement, un athlète et un entraîneur se communiquent et débriefent une séance. Oui, c'est Bon, éventuellement, En général, c'est quand même oui, ce c'est ce qu'ils font, mais bon, pour c'est l'intérêt du débriefing. Mais après, même le débriefing, il peut ne pas se passer de manière Oui, où oui, on a oui. envie. C'est-à-dire que c'est véritablement les messages qu'on envoie, ou en tout cas la manière dont on va les donner, où on va parler, l'intonation qu'on va y mettre, peut-être les expressions du visage aussi que l'on va faire. C'est un tout. Je pense que là, après, il faut trouver les clés, et justement, peut-être que tu les auras, ces clés pour débloquer la compréhension entre certaines personnes. Les relations humaines est un monde très particulier et très intéressant surtout. Oui, parce qu'en fait, c'est avec la communication que un parent va susciter de l'envie, de l'engagement chez un enfant pour faire du sport, par exemple. C'est avec la communication qu'un brief d'avant-match va pouvoir être très précis ou complètement nébuleux. C'est avec la communication que l'athlète va pouvoir exprimer ce qu'il a voulu faire, sa stratégie. Donc, c'est fondamental. Maintenant, effectivement, il faudrait pouvoir débriefer. Mais au préalable, c'est intéressant de se rappeler, à se poser une question, c'est est-ce que mon message est clair ? Pas pour moi, parce que pour moi, il est clair. Pour l'autre. Qu'est-ce que j'ai voulu dire dans ce que j'ai voulu dire ? Voire prendre l'habitude de demander à l'autre, tiens, après ce que je viens de te dire, fais-moi un compte rendu. Dis-moi ce que tu as compris. Alors évidemment, si je lui dis, dis-moi ce que tu as compris, c'est très agressif. C'est très agressif. Et encore une fois, on revient sur la forme. Tout à fait. Moi, il y a une petite phrase que j'ai appris assez tôt dans ma vie. C'est on n'est pas responsable de la gueule qu'on a, on est responsable de la gueule qu'on fait. Et ça, c'est une phrase que je répète. C'est-à-dire que si à un moment donné, dans mon attitude,
je suis fermé et je dis « Dis-moi ce que tu as compris », je suis responsable de la gueule que je viens de faire. Par contre, je peux le demander de manière douce. Tiens, vas-y, réexplique-moi avec tes mots ce que tu as compris, juste pour voir ce que ça donne. Et ça fait des miracles. Mais des miracles dans quelle situation ? Je vous donne un exemple. Il m'est arrivé de travailler avec des binômes entraîneurs-entraînés qui se connaissent par cœur. Et ben, au bout de nombreuses années passées ensemble, il y a encore des moments où ils ne se comprennent pas. J'ai cru que tu allais nous dire, au bout d'un certain temps, on arrive même à se comprendre sans même parler. Et ça, c'est le piège. Et ça peut arriver, c'est un piège. Parce que c'est, ok, on n'a plus besoin de se parler. Et ben, on a toujours besoin de communiquer. C'est vrai que des fois, on dit ça, ouais. On n'a même plus besoin de se parler. Oui, on mais a alors, juste à se regarder pour se comprendre. Mais alors, comment vous communiquez ? Par un regard. Ok. Mais il m'est arrivé de voir des entraîneurs penser bien faire. Et peut-être qu'ils ont eu raison maintenant en disant, là, quand je fais ce regard-là, ça va être interprété comme ok, continue. Et puis l'athlète qui dit, mais quand j'ai vu ce regard-là, je l'ai compris comme change tout. Et parfois, parce que ça fait suffisamment de temps qu'ils sont ensemble, ils ne remettent pas en cause leur communication. Et là, moi, j'arrive et je fais, en fait, toi, tu voulais dire quoi ? Toi, tu voulais dire quoi ? Exemple, j'ai 2 exemples en tête. Une boxeuse de très haut niveau, son entraîneur lui dit, voilà, on va bosser les déplacements. Donc, il tend un élastique dans la diagonale du ring. Et elle doit bosser les déplacements en passant sous la corde, comme ça, et boxer, puis repasser en dessous. Et il lui dit, non, il faut que tu sois beaucoup plus relâché. Ok. Et elle commence à bosser beaucoup plus lentement. Et elle bosse comme ça, puis lui, il lui dit, attends, mais t'as rien compris, j'ai dit beaucoup plus relâché. Du coup, elle ralentit encore plus. Parce que elle, relâché, ça veut dire plus lent, plus doux. Alors que lui, ce qu'il voulait, c'était au contraire beaucoup plus vite. C'était plus fluide, aller plus fluide, plus relâché. Je passe en dessous, tac, 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 j'enchaîne, bam, bam, bam. Moi, j'arrête l'entraînement, mais je dis excusez-moi, mais je vois que ça fait 10 minutes que vous prenez la tête sur un truc, et du coup, l'exo, on peut pas en tirer un maximum de profit. Toi, tu veux dire quoi par relâcher ? Toi, tu comprends quoi ? Et venez, il dit plus rapide, plus fluide, plus. Et là, éclair dans le regard de l'athlète qui fait ah ouais. Et là, je lui demande, mais en combat, est-ce que des fois tu lui demandes d'être relâché et tu la vois ralentir ? Il me dit bah oui, ça vient de là. Ça vient pas de son mental à elle, ça vient presque de la communication. Et donc oui, du mental à elle, de son interprétation, mais de cette erreur de communication. Donc c'est ultra piégeux. Parce qu'on peut imaginer, prochain combat, boxe relâchée. Et elle boxe à 2 à l'heure. Et ça marche pas. Et pourtant, elle a respecté la consigne. Quelle consigne ? La consigne telle qu'elle l'a interprétée, telle qu'elle l'a entendue à travers ses filtres. Et pourtant, ils se connaissent depuis longtemps. Excuse-moi. Non, mais en plus, ces malentendus-là vont créer des conflits qui peuvent prendre une dimension supérieure. Ah, bien sûr. Enfin, ça peut vraiment entraîner. C'est pas pour rien justement que ce sujet est intéressant. C'est que on peut partir sur vraiment un moment des relations qui sont plus possibles parce que justement, ça se remet pas en cause, on n'y arrive pas. Et le coach et le sportif, par exemple, non, en fait, là, on n'arrive plus à rien, on n'arrive plus à en tirer en fait quelque chose de bénéfique. Ah, bien sûr. Et ça, d'ailleurs, c'est encore une fois, la plupart des conflits, des drames, des ruptures dans le sport, de binômes, d'équipe, c'est des problèmes de communication et donc des problèmes d'incompréhension ou de personnes qui ne parlent pas le même langage. On pense qu'on parle le même langage. C'est faux. C'est pas parce qu'on parle le français. On parle tous, enfin que ça veut signifier la même chose. Moi, par exemple, si je dis plus tard je ferai ça, moi plus tard ça veut dire un truc, pour toi plus tard ça veut peut-être dire dans 48 heures, peut-être toi ça veut dire dans 5 minutes. Donc si on précise pas, et moi ça veut juste dire dans 3 ans. Et d'ailleurs, voilà, tu donnes l'exemple du retard. Ok, je passe te prendre, j'arrive tout de suite. Et
on n'a pas tous la même définition Ah du non. tout de suite. Et on l'a tous vécu, je pense. C'est sûr. Le tout de suite de certains est beaucoup plus lent, beaucoup plus long que d'autres, quoi. Ça, c'est vrai. Moi, je vais dévier un peu. Dans le sport, il y a parfois des relations entraîneur-athlète où ils sont également en couple dans la vie. Ouais. Et donc, comment est-ce qu'on peut arriver à faire le distinguo entre les deux s'il y a des problèmes de communication dans le couple à un instant T? Est-ce qu'ils peuvent arriver à totalement compartimenter, quand même communiquer en tant qu'entraîneur-athlète? Alors, c'est hyper intéressant parce que c'est une très bonne question. Une communication, elle est contextualisée. C'est-à-dire que, par exemple, on sort un peu du sport, on imagine bien qu'un chirurgien, au moment où il donne ses consignes et il demande OK, scalpel et tout, il met pas beaucoup de formes de politesse et on s'attend on s'attend à ça de sa part, quoi, tu vois. Directif. Maintenant, dans un autre contexte, sa communication va être différente et peut-être qu'en salle de pause, il est complètement autre. Donc, notre communication, elle doit être fluide, elle doit être mouvante, elle doit être contextualisée. Quelqu'un de très bavard, à un moment donné, par exemple, il y a des entraîneurs qui parlent beaucoup pendant l'entraînement, super, en compète, il faut qu'ils arrivent à, peut-être qu'ils vont se retrouver à synthétiser. Donc, la question derrière, c'est qui parle et qui écoute. Par exemple, dans le contexte que tu évoques, qui est effectivement fréquent, qui parle, c'est l'époux ou l'épouse, en tout cas le compagnon ou la compagne. Ou est-ce que c'est le coach ou est-ce que c'est le coach? Et le coach, il a parlé au moment de l'entraînement, à la rigueur. Ou alors, si c'est dans le salon, dire là, c'est le coach qui parle. C'est intéressant de dire qui parle. Oui, voilà. Et de s'assurer de qui écoute. Oui, aussi. Parce que peut-être que si le coach parle au milieu du salon À l'épouse. Peut-être que l'épouse elle va dire attends, là j'ai pas envie d'entendre parler de ça. Mais c'est pas l'athlète ou le homme ou femme qui se braque. Il y a un côté un peu schizophrène là quand même. Mais bon, il faut l'avoir pour réussir. Ouais, mais on en a besoin. C'est-à-dire parce que la vie, elle est comme ça aussi. C'est comme tout. Comme on dit toujours, le professionnel reste dans le professionnel, le personnel doit rester dans le personnel. Tu peux pas manager quelqu'un de la même manière que, par exemple, tes amis. Est-ce que toi, tu as eu ce cas d'athlète que tu as accompagné qui était en couple avec l'entraîneur ou par exemple? Non, pas encore. Non. C'est arrivé. Ouais. C'est arrivé. Après, souvent, par exemple, je l'ai vu où effectivement, c'était le cas de l'homme qui était et entraîneur et manager en plus. Donc, il y avait Pas mal de plusieurs casquettes. Ouais. Et souvent, en fait, ça avait été pensé. Mais ça m'est arrivé en triathlon, effectivement, de le voir et d'avoir même ça comme demande. C'est genre, on est en couple, je l'entraîne, on voit bien que des fois ça marche pas, comment est-ce qu'on peut faire? Et on fait appel à un préparateur mental pour driver, pour nous donner quelques billes. Et donc, il y a ces billes-là. Il y a une autre bille intéressante, c'est que la communication, on pourrait dire que c'est une transaction. Et donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Beck qui a bossé là-dessus, psychologue américain, et qui a pensé la communication comme une transaction, et lui, il l'a analysé, ça a donné l'analyse transactionnelle. C'est un modèle, et c'est un modèle qui est plutôt pertinent, qui est, puisque ça fait à peu près une 60aine d'années déjà que c'est étudié et utilisé. Dans notre communication, on pourrait dire qu'on a 3 positions. Je vais m'expliquer brièvement. On a une position d'enfant, d'adulte et de parent. Par exemple, si je vous dis, là, moi je me sens pas super bien. Il y a bien besoin qu'on me dise un peu quoi faire. Je vais plutôt prendre une position d'enfant. Oui, mais moi, on m'a pas dit qu'est-ce que je devais dire derrière le micro aussi. Plutôt position d'enfant, en quel cas, enfant soumis. Ou alors, l'autre position, c'est toujours enfant. Ça peut être, non mais là, Jonathan, t'es un peu loin, tu pourrais sortir du cadre. Ouais, et alors? Enfant rebelle. L'arrogance. Ouais, l'arrogance. Mais en tout cas, ça rentrerait dans l'enfant rebelle. Mais il pourrait aussi avoir le côté parent. Côté parent, on a tous croisé. C'est ah ouais, il t'arrive ça en ce moment dans ta vie? Écoute, moi ce que je pense, c'est que tu sais quoi, je vais prendre ton sac pour toi. Mais attends, je suis adulte, je peux le faire tout seul. Non, mais je viens t'aider. Et voire même, je t'aide sans que tu en aies forcément ni besoin ni envie.
Bon, des fois, ça peut être le côté un peu parent. Ou alors un proche qui dit, non mais ça, il faut pas. Hein. ça, écoute. Et écoute-moi d'ailleurs. Écoute-moi, moi je vais te dire ce que tu dois faire. Là, c'est le parent dit normatif. Et après, il y a l'adulte. La position d'adulte est une position beaucoup plus objective dans l'analyse transactionnelle. Et en fait, on oscille en permanence entre ces trois positions. Et par exemple, on pourrait très bien imaginer une situation avec un entraîneur et un athlète. Et cette relation pourrait très bien être une relation de adulte à adulte. Ok, il faut que tu fasses ça. Ok, ouais, mais toi aussi, il faut que tu fasses ça. Ok, non, mais toi, il faut que tu fasses ça. Et on aurait deux adultes. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Hein. Mais on pourrait aussi avoir un entraîneur qui se retrouve dans une position d'enfant. Moi, quand mon athlète, il me donne pas de nouvelles, je me sens pas bien. Ah oui. Mais moi, quand mon athlète, il me dit pas si ça lui plaît, il me donne pas de nouvelles, je me sens un peu mal. Ou alors, il peut aussi être dans une position d'enfant, type, ben là, voilà, la fédération attend ça, et puis l'entraîneur se met en position de enfant rebelle. Et non, mais moi, ce qu'on me dit, je fais tout l'inverse. J'entraîne à ma façon, je pense, et ça peut donner un air de l'extérieur très affirmé, mais ça reste une position d'enfant dans l'analyse transactionnelle. Et donc on peut avoir des problématiques qui viennent en fait de cette grille de lecture en se demandant qui parle. Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est l'adulte? Est-ce que c'est le parent? Par exemple, dans mon travail, mon job, c'est d'être le plus possible dans une position d'adulte. Je ne suis pas le parent des personnes. Des fois, ils attendent ça. Ils viennent en disant « Qu'est-ce que je peux faire ?» Et ils attendent que moi je dise « Eh ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire de l'imagerie, et puis ça va bien aller, puis aie confiance en toi. » Ça, c'est le parent qui parle. L'enfant, c'est ben écoute, fais-toi plaisir, envoie tout péter, voilà. Mais c'est pas ma position. Bon, on n'attend surtout pas que tu sois l'enfant du coup. Voilà. Du coup, si on te suit, en fait, il y a des relations entraîneur-athlète qui vont marcher quand l'athlète est jeune et donc encore un enfant. Mais le jour où il va grandir et devenir adulte, ça peut coincer du coup. Alors, ça peut, mais en même temps, tu peux avoir des enfants qui sont en position d'adulte. Mais oui, je pense que c'est juste oui. une position. C'est-à-dire que c'est qu'on prend, en fait. une position. Je te donne un exemple. Un enfant qui joue au tennis et il se dit, écoute, moi, voilà, quand j'arrive, je voudrais que mon père il fasse ça, je voudrais que mon père il fasse ci, j'essaie de tout contrôler et tout et tout. Il a beau avoir 8 ans, il peut déjà être dans une position d'adulte. Tout à fait. Et le père ou la mère ou les proches peuvent très bien être dans une position d'enfant. C'est genre « Ah mais non, mais l'arbitre, il a dit n'importe quoi, j'ai envie de tout casser. » Il y en a C'est souvent d'ailleurs. une position d'enfant, en fait. Donc on a l'enfant adulte et l'adulte enfant en fait. Du coup, là. Non, en mais tout cas, fait, on peut. Ce qu'il faut comprendre, c'est Ça les trois positions et que dans tous les cas, on oscille tous dans ces trois positions. On oscille aussi, tous dans ces positions. suivant Mais là- l'environnement dans lequel on est. Mais la relation la plus saine, c'est d'adulte à adulte. En tout cas, c'est pas la relation la plus saine, mais c'est celle à laquelle on devrait pouvoir, dans l'idéal, Tendre le plus. revenir et se dire, ben, la position d'adulte, qui est cette position un peu centrale, c'est celui qui arrive à passer d'une position parent et il sait quand il y est, et il sait pourquoi il y est, une position enfant et il sait quand il y est et D'accord. pourquoi il y est, et il sait revenir à la position d'adulte. Très compliqué. En tout cas, pas simple, mais c'est vers ça qu'il faut tendre. En plus, là vraiment, on parle presque que de sport individuel. Mais sport collectif dit multi-relation. Sport collectif, Donc là, c'est un peu le chaos, quoi. C'est pareil. Bah, tu vois bien, je prends un exemple de foot, au moment où il tombe par terre et qu'on a des simulacres pas possibles de choc, c'est pas à chaque fois, hein, il y a des vrais chocs, mais il y en a aussi où des fois c'est du bon théâtre. Bon, bah là, on a des enfants. Là, on a une position d'enfant. On va avoir l'enfant rebelle de l'un qui a envie de sortir des règles, et puis il va y avoir l'enfant soumis qui dit bon ben l'arbitre il a dit ça donc je vais le faire. Hein. Et puis donc il va y avoir ces deux grandes positions hein, d'enfant. Et puis il va y avoir peut-être l'adulte. Si on a un peu de chance, c'est le capitaine et qui va dire bon là on arrête tout là, puis on écoute et puis on continue de jouer quoi. Et puis, il va y avoir tout le public en position enfant. Et puis on va peut-être avoir le parent qui va voir celui qui est tombé, qui lui pose la main et qui fait voilà t'inquiète ça va aller, c'est bien ce que t'as fait et tout, continue machin. Et dans ces scènes de sport co, on arrive assez bien C'est vrai que c'est un modèle qui a à voir quelles sont les positions des uns et des autres.
Mais après, c'est pas pour rien qu'on dit toujours, dans notre manière en tout cas de parler, c'est de pouvoir s'adapter dans l'environnement dans lequel on est, suivant les personnes avec qui on est. Bien qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas les personnes, c'est prendre le temps aussi d'analyser aussi dans quelle position à l'instant T les personnes à qui on parle ou avec qui on a envie de discuter sont, pour pouvoir justement adopter au mieux la position que l'on doit prendre par rapport à la personne. Exact. Je rebondis par rapport à ce que tu dis à l'instant. Dans un vestiaire de sport co, on peut avoir parfois 20, 30 ou même plus. Au foot américain, c'est 80 des fois dans le vestiaire. Ouais. Donc forcément, un coach à l'instant T, il peut pas s'adapter à chaque personne. Forcément, il y a une espèce de généralisation. Il doit un peu aller. Non, mais parce que je pense qu'à ce moment-là, tu nous diras, mais il y a aussi la relation coach-équipe. Oui, parce que l'équipe est une personne. L'équipe est une personne. Voilà, ça fait une individualité, pardon. En fait, ça devient une somme d'individualités. Voilà. Donc tu parles au groupe, et quand tu parles à un groupe, on le voit bien dans les discours politiques ou les discours d'entraîneurs, de toute façon, il y a souvent une reprise de certains mots. Aujourd'hui, on va gagner. Aujourd'hui, parce que certains vont accrocher au mot gagner. Aujourd'hui, on va se battre. Certains, ça va leur parler le mot se battre, mais pas le mot gagner. Et puis aujourd'hui, on va tout donner. Et pour certains, ça va leur parler. Donc en fait, on va utiliser très souvent un rythme ternaire. Et ce rythme ternaire va nous ouvrir plusieurs possibilités pour essayer de toucher au plus grand nombre. Paris libéré, Paris opprimé, Paris machin. Ce rythme ternaire, on le retrouve dans les discours politiques. On les retrouve Paris, dans les. On peut dire. Ici, c'est Paris. Donc on va essayer de balayer. On va essayer de balayer un maximum de possibilités pour que ça parle au public. Mais ça me fait penser à, pareil, quelque chose que l'on dit régulièrement, en tout cas, c'est tu comprends que ce que tu as envie de comprendre. Alors ça, ouais. Et c'est pour ça que quand tu dis, par exemple, il y en a, ils vont tilter sur le mot gagner, il y en a qui vont tilter sur le mot battre, mais donc du coup pas sur gagner, etc. Parce que lui, ça va être son trigger à lui, en tout cas pour ça. Ouais. Donc il va comprendre ce qu'il a envie de comprendre à travers ces mots-là. Exact. En tout cas, tu vois, par exemple, moi, je vais comprendre ce que j'ai envie de comprendre à travers tes propres mots. Tout à fait. Parfois, c'est pas très clair, d'ailleurs. Non, mais tu vois, j'ai rien dit. Hein. C'est un piège. En fait, il faut essayer de se rappeler que ce qu'on comprend n'est pas vrai. Ce n'est vrai que parce que on y croit. Exemple, l'entraîneur, il me regarde plus, donc il m'aime plus. Si je regarde et que dans la communication d'entraîneur, je l'interprète comme ça, arrive dans ma réalité, mon entraîneur m'aime plus. Alors que ce n'est pas la vérité. La vérité, on pourrait dire, c'est revenir au fait, mon entraîneur me regarde moins. Ok, il faudrait savoir depuis quand, moins par rapport à quand, est-ce qu'on peut vraiment le quantifier ? Est-ce que quand toi tu le regardes pas, lui il te regarde pas ? Ça aussi, oui. Tu vois, revenir à du factuel. Mais notre cerveau a tendance à interpréter. C'est, il m'aime plus parce qu'il me regarde plus. Il m'aime plus parce qu'il me félicite plus. Ok, en même temps, hier, il t'a dit quand même que c'était vachement bien ce que tu as fait. Est-ce que tu l'as retenu ? Ouais, mais il n'a pas dit que c'était super bien. Il a dit, vachement, c'était bien. Ouais, d'accord. Donc, on est bien sur de l'interprétation. Après, il y a aussi la communication. Avoir ça en tête. Donc là, c'est pour déjouer les problèmes de communication, réexpliquer, demander ce que l'autre a vraiment voulu dire. Et faire l'effort, puisqu'on est responsable de notre part d'interprétation, faire l'effort de demander si on a bien compris. Aussi, oui. Faire aussi l'effort de se demander, tiens, dans quelle position je parle ? Qui parle, qui écoute ? Est-ce que c'est l'enfant en moi qui parle ? Non, mais tu peux pas parler comme ça. Ou est-ce que c'est le parent ? Écoute, la prochaine fois, il faudrait que tu me parles un peu autrement quand même. Ça serait mieux. Donc, et encore là, c'est un parent gentil. Là, c'est un parent gentil. Mais il y a plusieurs formes. Hein. Je ne rentre pas dans trop dans le détail, mais à chaque fois, dans ces trois formes, il y a plusieurs. Donc, il faut être capable quasiment de s'auto-analyser à l'instant T, de savoir dans quelle position on est. En tout cas, se rappeler qu'on peut le faire. Ouais. Et ensuite, il y a la communication qui n'est pas dite, mais qui a une influence sur la réalité de l'autre. Je m'explique. Ça s'appelle l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est le fait qu'on va avoir tendance à correspondre à ce que les autres pensent de nous ou disent de nous. Si je dis tous les jours à un sportif, t'es bon mais t'es vraiment paresseux quand même. T'es bon mais t'es vraiment paresseux. T'es bon mais il va devenir, le rester. Il y a de bonnes chances pour qu'ils se mettent à y croire. Et ils se mettent à le ressentir. Et ils se mettent à devenir paresseux. Ou alors si je dis, ben voilà, lui, t'arriveras pas à grand chose quand même.
C'est bon, mais t'es pas un moteur dans l'équipe. C'est pas un moteur. Lui, c'est pas un leader. Lui, c'est pas un leader. Lui, c'est pas un leader. Et si je le pense aussi, sans avoir besoin de lui dire, il va quand même le sentir. Parce que je vais pas le mettre en position de leader. Je vais peut-être pas m'adresser à lui en particulier. Je vais peut-être m'adresser aux autres et leur demander aux autres de le leader lui. Bref, ma communication, dans toute sa singularité, va faire passer un message. Et l'autre va avoir tendance à passer à s'adapter et à correspondre à ce message. Tu parlais de paresseux, mais du coup, si on prend l'effet inverse, est-ce que si on dit à un athlète que c'est un gros travailleur, il va se mettre à travailler ou... Ouais. Mais oui, mais il y a ça joue aussi, par exemple, la bienveillance, l'encouragement, le côté, comme on dit, tirer les gens vers le haut. Bah, on pourra te répéter 10 fois effectivement que tu es le meilleur, parce que si tu en as besoin, mais par contre, c'est qu'à un moment, tu te dis, bah ouais, moi je suis le meilleur, donc j'y vais. Exact. En fait, c'est il le faut. pouvoir des mots aussi. C'est le pouvoir des mots et c'est le pouvoir de la correspondance à l'environnement dans lequel je suis. C'est-à-dire que je vais tendre à correspondre si tous les jours je sens, j'entends que les regards des gens autour de moi me poussent, je vais avoir tendance à correspondre à ça et à me je vais déployer mes ailes. Oui, exact. Oui. Et l'effet Pygmalion, c'est intéressant parce que des fois, avec des entraîneurs, je leur dis quand tu regardes l'athlète, tu te dis quoi de lui? Quand il te dit son projet, son rêve, au fond de toi, tu te dis quoi de son rêve? Parce qu'en fait, je sais qu'il y a une part de ce que l'entraîneur se dit qui va avoir un impact sur la perf ou non de l'athlète en question. Et donc l'effet Pygmalion, à partir du moment où on entraîne, on va avoir un impact sur l'éducation, le parcours sportif. Donc c'est intéressant de l'avoir tôt quand on entraîne. Et en tant qu'athlète, c'est aussi intéressant d'en avoir conscience, parce que si dans mon effet Pygmalion, je me dis que mon entraîneur en ce moment il a la flemme, mon entraîneur en ce moment il est pas motivé, mon entraîneur en ce moment l'entraîneur il va avoir tendance à correspondre à ce que moi je pense de lui aussi, inconsciemment. Donc c'est dynamique en fait. Ou que quoi qu'il fasse, le sportif le pensera comme ça. Alors ouais. Parce que du coup, il y a l'effet aussi... Il y a l'effet de biais de confirmation d'hypothèse. Voilà. Alors, petite définition. Petite définition rapide et très claire. Parce que c'est extrêmement important, parce que ça crée d'autres problèmes de communication par la suite. Exact. En fait, on a ce qu'on appelle des biais cognitifs. On en entend beaucoup parler. Il y a plein de choses sur les biais cognitifs. Il y a plein de neuromythes aussi sur les biais cognitifs. Mais en gros, ce sont des préprogrammations de notre cerveau. Comme si notre cerveau était un ordinateur. Il était livré avec quelques programmes bien installés, notamment les biais cognitifs et notamment celui de confirmation d'hypothèse. Exemple, c'est lorsque je pose une hypothèse sur quelque chose, j'ai tendance à la confirmer. Si je me dis c'est vendredi 13, c'est un jour de malchance, et que j'y crois, c'est l'hypothèse que je pose sur ma journée, il y a de bonnes chances qu'il y ait de la malchance. Qu'il y ait de la malchance ou que j'ai des situations où je me dis j'avais raison d'avoir cette hypothèse. Tout à fait. Si je me dis en judo, les Japonais sont super forts et puis tiens, je vais combattre un Japonais, puis les Japonais sont super forts et imbattables, il y a de bonnes chances que je confirme cette hypothèse. Ou les All Blacks sont imbattables en rugby. Donc, le biais de confirmation d'hypothèse, c'est si je me dis, si je lui parle, il va de toute façon rien comprendre. Et en fait, si je lui parle et qu'effectivement la conversation, le conflit ne cesse pas, c'est peut-être pas parce que l'autre n'a pas voulu ou l'autre a mal compris, c'est peut-être parce que j'étais parti avec cette hypothèse-là en tête. Et ça correspond avec une question qui est qu'est-ce que tu te dis avant de faire quelque chose, parce que tu vas avoir tendance à correspondre à ton hypothèse. Est-ce que tu conçois que ton entraîneur puisse se remettre en question? Est-ce qu'au moins tu as cette hypothèse avant de pouvoir potentiellement le vérifier ou pas? Donc ça c'est assez fabuleux, mais on pourrait parler de la communication dans tous les sens, mais après on a... c'est ce qui régit dans tous les cas le monde, la communication. Ouais, complètement. À partir du moment où il y a interaction, quoi. Exactement. Mais encore une fois, c'est fondamental. Moi, j'ai vu des athlètes et des entraîneurs ne pas se comprendre, bien qu'ils communiquent tous les jours. Et entre communiquer et se comprendre, il y a un gap. J'ai vu un entraîneur une fois, après une défaite, partir en se disant « je laisse du temps à l'athlète
pour qu'il digère, il quitte le stade et je vois l'athlète interpréter ça en disant il est tellement déçu, j'ai tellement déçu mon entraîneur qui part. Et du coup, je vais le laisser partir pour qu'il digère parce que j'étais tellement nul. Et ça crée une frustration des deux côtés en plus, c'est ça qui est horrible. Tu sais quoi, dans cette anecdote, ça a mis 3 mois avant qu'on lève le voile de ça. Terrible, 3 mois. 3 mois de perdu. Mais c'est 3 mois de perdu, c'est 3 mois de frustration, c'est 3... Puis à se poser mille et une questions en fait. Et au final, c'est qu'il n'y a aucune vérité qui peut en sortir. Parce que comme on l'a dit, effectivement, ce que nous on va penser, ça va pas être ce qu'il a eu envie de dire, vice-versa, etc. Donc on reste dans un espèce d'engouement à se dire, non mais attends, parce que moi il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Non mais en fait, faites éclater les bulles, parlez, et vous allez vite comprendre en fait que la solution elle était là. Exactement. Et comment on peut faire 3 étapes. Notez bien, 3 étapes. 3 étapes. Déjà, quand on veut faire éclater une bulle, la première étape, c'est de dire ce qu'on ressent. C'est-à-dire, voilà, là, moi, ce que je vis comme émotion, c'est je ressens de la tristesse. L'entraîneur, en l'occurrence, qu'est-ce que ça partie du stade, il peut pas s'offusquer, il peut pas dire non, c'est pas ça que tu ressens. Bah si, c'est ce que je ressens. Oui, ça on peut pas. Donc on peut pas renier le pas ressenti contredire. de l'autre. Donc voilà, je ressens de la tristesse. Ça me fait me sentir petit, ça me fait me sentir encore plus dévalorisé et encore plus triste d'avoir perdu. Donc je dis ce que sont mes émotions et je dis ce qu'est mon ressenti. Ça, c'est les 2 premières étapes. Et la 3e étape, je dis ce dont j'ai besoin. Et ce dont j'ai besoin, c'est que tu m'expliques pourquoi tu es parti du stade. Et l'entraîneur va dire, moi ce que je ressens, c'est de l'incompréhension là. Je sens que je suis assez... j'ai les bras ballants parce qu'en fait, je suis estomaqué de ce que tu es en train de me dire. Parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est que tu comprennes que je ne suis pas parti. Je suis pas parti pour t'embêter, mais je suis parti parce que je pensais que tu avais besoin de... Et là, en fait, on dénoue beaucoup à travers ces 3 étapes de problèmes. C'est dites ce que vous avez comme émotion, dites ce que vous avez comme ressenti et dites ce dont vous avez besoin. Alors, et ce qui est marrant, c'est que les 2 premiers points, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à les accueillir en face. Bien sûr. Parce que c'est très compliqué de dire, par exemple, à un sportif qui dit ses émotions, exactement ce qu'il ressent, parce que déjà, ça peut aussi impacter la personne en face. Ça peut ou pas être compris, on n'a pas envie de se dévoiler, ou en tout cas, il y a tout ce côté incompréhension, on va avoir l'impression. Après, je pense que ressenti, émotion, je les mets ensemble parce que ça reste, c'est pas la même chose, mais ça reste très proche aussi. C'est des choses qui peuvent emmener sur d'autres choses avec la personne qui est en face. Ouais, tu penses à quoi ? Ça veut dire qu'en fait, nos émotions à nous, elles nous sont propres. Par exemple, notre ressenti, il nous est propre. C'est pour ça qu'on peut pas contredire quelqu'un qui va nous dire, là, par exemple, je suis énervé. Ouais. Bon, je vais pas dire, non, mais là, t'es pas énervé. Non, c'est exactement moi, quand je suis énervé, je suis pas comme ça, par exemple. Toi, tu me dis t'es énervé. Et là, il va y avoir une incompréhension, par exemple. Ouais. Et c'est vrai que, et puis la personne, quand elle va nous dire, moi, là, à ce moment-là, je suis énervé. Mais par contre, on va se dire, t'es énervé, ok, très bien, t'es énervé, pourquoi ? Enfin, je comprends pas pourquoi il y a eu un. Ouais. Et là, d'un seul coup, de l'autre côté, la personne qui, elle, est énervée et qui dit qu'elle est énervée pour expliquer pourquoi, par exemple, pour justifier son comportement, elle va se dire, je suis pas compris, donc pourquoi, en fait, je lui livre quelque chose et je suis pas compris parce qu'en fait, il me le renvoie en pleine face. Parce qu'en fait, c'était compliqué. Il faut pas essayer de... Ça va, en fait, l'erreur, c'est de communiquer en voulant être compris. Il vaut mieux communiquer en voulant que notre besoin soit compris. Mais j'ai exprimé mon besoin. Ensuite, libre à toi de le comprendre et de le prendre en compte. Mais au moins, j'ai exprimé mon besoin. Écoute, là, moi, je suis en colère. Pourquoi ? Ce que je ressens, c'est que j'ai pas été écouté, c'est que j'ai pas ceci, c'est que j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et ce que j'ai besoin, c'est qu'on prenne un temps pour que tu écoutes ce que j'ai à te dire et que ma colère passe. Là, on a le besoin qui est exprimé. Si l'autre comprend pas et dit non,
ok, bah, ça ne bougera pas ma colère, mais mon besoin a été exprimé, donc sans doute que ma colère va déjà diminuer. Ok. Tu vois Ouais. En fait, ce dont on a besoin, c'est un pléonasme, mais ce dont on a besoin, c'est d'exprimer un besoin derrière notre communication. C'est quand on dit ça va, tu viens avec moi, on a besoin d'être rassuré. Quand on dit allez, courage, on a besoin de partager alors qu'on ne va pas monter sur le ring avec l'adversaire, avec le sportif. Donc, notre communication doit répondre à un besoin et c'est à ça dont on doit le plus veiller. Mais encore une fois, on est imparfait. Il y avoir une communication parfaite, on peut tendre vers ça. Je connais plein de rouages de la communication et pourtant, il y a encore à la maison des problèmes où on se clash. Mais bien évidemment. Mais on doit se dire que c'est quelque chose qui peut tout le temps être amélioré. Peut-être qu'à un moment donné, dans une semaine d'entraînement, ça pourrait valoir la peine de mettre un créneau de communication. Où le but, c'est d'entraîner notre communication. Tiens, quand je te dis ça, qu'est-ce que tu comprends ? Quand je te fais ça, qu'est-ce que tu comprends ? Quand je te fais tel signe de la tête, quand je te fais tel clin d'œil, qu'est-ce que tu comprends ? Et pour affûter notre côté émetteur-récepteur, ça fait partie de l'entraînement. Ouais. En fait, il faudrait qu'ils aient un guide de la communication revu à un certain moment donné, suivant effectivement peut-être les compétitions, les saisons qu'il peut y avoir, etc., pour revoir un petit peu tout ça, voir où est-ce qu'on en est, pour que par exemple les 3 prochains mois, on arrive à bien communiquer. Puis là, il y aura eu d'autres choses, donc là, hop, on va refaire un petit point sur ça. On devrait le faire dans la vie de tous les jours avec tout le monde. On va faire des points de communication avec tout le monde. Ça prend un peu de temps aussi. Ça prend un peu de temps. Ouais. Non, mais c'est vrai que la communication, c'est merveilleux. On va pas s'en cacher parce que c'est aussi tout ce qui anime les gens. Parce que, en fait, ça reste des relations humaines. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier. Il y a quand même le mot humain. C'est des relations humaines. Et qui dit humain dit nous sommes pas tous faits de la même manière ou nous n'avons pas tous la même expérience, le même chemin de vie, fonctionnement. On va pas penser de la même manière, etc. Donc, il peut effectivement y avoir des incompréhensions, des choses mal prises. Et tout à l'heure, ça me faisait penser à quelque chose. Le pire de la communication, par exemple, c'est ce qui n'est pas dit, c'est ce qui est écrit. Par exemple, je pense que, pour les auditeurs, je pense que vous avez déjà vous recevez un message, un texto, un SMS ou autre. La personne qui l'a envoyé, elle n'a pas de... on ne sait pas l'intonation qu'elle a envie d'y mettre. Oui, d'accord. Mais par exemple, si on va avoir un message qui va être très... cassant. Non, c'est pas du tout ça. Formel, il va y avoir des points. Ça va va pas être doux, mais très... mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est que des fois, on se dit, mais là, il est énervé. Là, c'est pas comme d'habitude. Là, j'ai l'impression de me faire gronder ou quoi que ce soit. Et il y a aussi ce problème-là. Et comme on est dans une ère très digitale, les réseaux, ça communique beaucoup quand même, voilà, par message. On a l'impression que les appels téléphoniques se font moins, etc. Oui. Il y a encore plus de soucis parce que le SMS, par exemple, WhatsApp, message, etc. Il y a ce côté où quelqu'un qui va écrire en majuscule, par exemple. Non, mais ça, c'est le truc. Va être tout de suite interprété comme énervé. Comme par exemple énervé. Et en fait, je suis en train de me faire crier dessus. Ce qui est très drôle, c'est que ça. Alors, c'est rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça ne parle que du récepteur. Exactement. Ça ne dit que des choses sur lui. Peut-être que c'est une erreur de frappe, peut-être que c'est parce qu'il a peu de temps, peut-être parce qu'il a dicté le texto. Et à ce sujet-là, notre communication, elle s'appauvrit énormément, notamment à cause, et je choisis vraiment ce mot-là, à cause des émoticônes qui expriment en fait les émotions. Et plutôt que de dire, je me sens enthousiaste, je me sens joyeux, et d'écrire cette multiplicité d'émotions et de sensations, et donc de richesse de communication, on se cache derrière quelque chose. On se met juste un grand sourire avec... et ça, c'est problématique. Moi, je le vois avec les athlètes. Des fois, lorsque je dis « Ok, comment te sens-tu aujourd'hui ?» J'ai pour réponse « Bras musclés, éclair, bras musclés. » Sauf que c'est trop facile. Ça ne me dit rien. Et le piège en tant que prép mental, c'est de me dire « Il est au top !»
Mais peut-être que c'est peut-être que c'est pas ça. Peut-être qu'il dit. Non, c'est que c'est trop facile. Tu peux envoyer n'importe lequel. Donc c'est-à-dire que tu peux envoyer ça alors que t'es au fond de ton lit. Oui, et puis surtout, en fait, là, moi j'interprète ça en me disant l'athlète est bien, il est courageux, il est dans sa compète, et peut-être que c'est juste, je suis en train de me gonfler à bloc parce que j'ai pris la foudre tu vois, ça peut être interprété de mille autres manières, mais ça appauvrit. En appauvrissant notre communication, on appauvrit nos relations, et on appauvrit aussi notre connaissance, certes, de l'autre. Moi, je connais moins les athlètes qui me parlent en émoticône que les athlètes que j'ai au téléphone et qui font des phrases. Et en plus, cet usage-là appauvrit aussi le langage, la syntaxe. Autre débat, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Et donc, on perd en richesse personnelle, relationnelle, et aussi on perd en performance, parce que bras musclés, ça ne me dit rien. Par contre, je me sens un peu stressé, mais je suis en train de respirer et je gère ça en ayant un bon self-talk et je m'isole un peu et j'écoute de la musique. C'est plus précis que bras musclés. Totalement. Donc c'est pour ça, veillez vraiment à la communication en tout cas, c'est important. Et de toute façon, comme on le dit toujours, la communication est vraiment le point essentiel pour déjà être compris soi-même. Et pour comprendre les autres. Ouais. Et ce qui est intéressant, je pense qu'on peut terminer là-dessus, mais c'est que si les autres arrivent un peu plus à nous comprendre nous-mêmes, et quelque part, ça veut dire que nous, on s'est un peu mieux compris nous-mêmes également. Et du coup, tout le monde y gagne, en fait. C'est ça. C'est win-win. Et nous, on aime bien quand c'est win-win, justement. C'était une belle conclusion, franchement. Non, c'était effectivement... très intéressant. Donc là, nous on a beaucoup communiqué avec vous. Là, et entre nous aussi. Pendant ce podcast. Mais voilà, en tout cas, analyser effectivement tout ça. Dans tous les cas, on est tous confrontés à la même chose et à ces relations humaines, en tout cas au quotidien. Mais voilà, donc là, peut-être que si vous avez une incompréhension avec quelqu'un, faites les 3 étapes que Jonathan donc du coup vous a donné, qui sont on exprime les émotions, le ressenti et surtout on donne son besoin, si je me trompe pas. Exactement. Et voilà. Et puis justement, nous aussi ce qu'on aimerait savoir, c'est que vous communiquiez avec nous, donc n'hésitez pas en commentaire bien évidemment à nous donner ou à nous décrire vos émotions, votre ressenti et votre besoin, en tout cas si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin sur ce sujet, ou si vous avez des questions tout simplement pour qu'on puisse y répondre. Et le petit pouce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Vous pouvez activer également la petite cloche pour recevoir les notifications, parce qu'avec Jonathan, nous revenons en tout cas tous les mois pour un podcast justement sur la chronique Ton mental à la loupe, sur le podcast Le sport à la loupe. Merci beaucoup en tout cas Jonathan. Mais merci à tous les deux. On se revoit dans un mois du coup. Et on se revoit dans un mois. À très bientôt. À très vite, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.